Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de thématique vraiment spécifique, je vais parler de façon un petit peu plus globale de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, parce que force est de constater que je pense que chacun d'entre nous n'ont jamais connu une période aussi intense, aussi tendue, aussi passionnée que ce qui est en train aujourd'hui de se passer sur différents points. Mes précédentes vidéos, si vous les avez vues, eh bien, je vous explique un petit peu certains petits points de détail concernant ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe. Et puis, évidemment, dimanche dernier, on a eu la dernière allocution de M. Macron, président de la République. Et force est de constater qu'évidemment, tout le monde s'attendait peut-être à des effets d'annonce et finalement pas grand-chose. Si ce n'est quelque chose de très important qui me semble non négligeable à prendre en considération. C'est le fait qu'en effet, il a abordé un certain nombre de points sur lesquels il est évident qu'il va falloir qu'en France, il y ait des décisions de prise. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre forcément les bonnes décisions, mais il y a déjà une évidence que les choses ne vont pas bien, elles vont même, je dirais, très mal. On a eu récemment un phénomène qui est aussi, qui n'est pas anodin, puisque à côté de Dijon, dans la banlieue de Grésy, je crois, il y a eu une agression d'un jeune de 16 ans qui se trouvait être un jeune issu de la communauté tchétchène, et puis les Tchétchènes évidemment sont arrivés en masse pour en découdre, et puis finalement ils sont repartis, et puis là on a sorti des kalachnikovs, enfin des softballs, comme on les appelle, et non pas airball, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est softball, pardon. Et puis, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une entente de passer entre les représentants de la communauté musulmane locale et des représentants de la communauté tchétchène. Je rappelle, les Tchétchènes sont aussi des musulmans, à ceci près, c'est qu'ils n'ont pas une vocation à être plus radical que certains qu'on peut trouver en France. Et le fait est, c'est que malheureusement, les musulmans donc français ont essayé de trouver un bon compromis avec les Tchétchènes, pour finalement en arriver au même constat que ce qui s'est passé est en fait une erreur. C'est le résultat d'un manque de discipline, d'un manque de gestion, d'un manque de rigueur de la part de la communauté musulmane, et plus particulièrement des communautés maghrébines, noires-africaines, on ne sait pas trop, mais en effet, le jeune de 16 ans a été agressé par des racailles, par des petits cons, comme on pourrait les appeler. Et ces petits cons, peut-être aujourd'hui, ils sont allés trop loin. Ils ont dépassé les limites, ils se sont attaqués à ce qu'il ne fallait pas s'attaquer. Et c'est bien là le drame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés chez ces milieux criminels, chez ces réseaux de la drogue, de recel, de cambriolage, de vol, d'agression, de prostitution aussi, quoique la prostitution demande quand même une structure et une organisation un petit peu plus mature que ce qu'on peut voir en règle générale dans les banlieues. Donc du coup, oui, on est en face de ce qu'aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs décennies, certaines personnes qui connaissent les milieux criminels disent, c'est que on est de plus en plus confronté à des gens qui sont complètement incontrôlables, qui n'ont absolument pas de discipline, qui n'ont absolument pas de maturité, qui n'ont pas de structure, et de ce fait se mettent à faire tout et n'importe quoi. Ce qui, à un moment donné, peut menacer en effet la tranquillité des petits business parallèles qui ont lieu dans les banlieues, et plus particulièrement concernant les réseaux de la drogue. Donc cet exemple-là, évidemment, médiatiquement, on a tourné les choses d'une certaine façon, d'une certaine manière, comme à leur coutumée, jusqu'à même le maire qui s'est interrogé, mais je n'ai pas vu d'armes. Enfin bon, voilà, je pense que médiatiquement, je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir choisir les médias sur lesquels on peut se reposer pour avoir un minimum d'informations objectives, on va dire. Et donc Macron a présenté donc un certain nombre d'éléments, sauf que, en finalité, qu'est-ce qu'il a bien précisé? Il a précisé que ça se fera avec l'Europe. Donc évidemment, à partir du moment où il rajoute, et avec insistance, que rien ne pourra se faire en France sans l'Europe, je pense que là tout est dit. Pour reprendre cette expression, la messe est dite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour sauver l'Europe, est-ce que Emmanuel Macron
n'est pas en train d'essayer de trouver le consentement du peuple français pour donner encore plus de souveraineté à l'Europe sur les décisions, sur les politiques intérieures de la France, qui plus est, éradiquer encore plus une portion de souveraineté, une portion d'indépendance et de liberté de la France vis-à-vis de l'Union européenne, surtout que, en effet, aujourd'hui, la situation de l'Union européenne n'est pas florissante. Elle est confrontée aujourd'hui à une crise économique, je dirais une crise financière majeure. Et de ce fait, en effet, nous sommes en présence d'un certain nombre de politiciens, d'un certain nombre d'idéologues au sein des institutions françaises qui ont le cul assis entre deux chaises. C'est-à-dire aujourd'hui une prise de conscience de la situation déliquescente de la France par rapport évidemment à la volonté de la politique européenne de détruire les États-nations, de détruire les services publics, etc. Pour vous donner un exemple malheureux, c'est qu'aux États-Unis, pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être que vous avez entendu parler des problèmes avec les assurances santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une majorité d'assurances santé qui sont des sociétés privées, et de ce fait ce sont des sociétés dont la principale activité n'est pas de soigner, mais de faire du profit, et de ce fait, évidemment, un certain nombre d'Américains qui ne gagnent pas suffisamment leur vie, ou qui ne gagnent pas suffisamment de salaire, ne peuvent pas se permettre de se payer mensuellement une assurance santé, ou alors une assurance santé, on va dire, avec vraiment le strict minimum, c'est-à-dire des contrats au ras des pâquerettes. Ces fameux contrats qui d'ailleurs sont nés du fameux Obamacare. Tout le monde en sens et argumente souvent les points positifs de la politique d'Obama avec l'Obamacare. Je rappelle, l'Obamacare est à l'origine en fait une idée des républicains que Obama a récupéré à son profit pour permettre de faire revenir un certain nombre d'Américains qui étaient quand même au nombre de 52 millions, je crois, 52 millions d'Américains qui n'avaient pas d'assurance santé, et de les faire revenir dans le régime de santé privé, en obligeant les entreprises privées à faire une offre acceptable, une offre raisonnable de contrat pour permettre à des gens de pouvoir s'assurer et d'avoir une assurance santé. Sauf que la plupart des contrats, évidemment, c'était des contrats au ras des pâquerettes, avec des conditions sine qua non qui forcément ne permettaient pas aux gens qui avaient accès à ces contrats. Alors c'était des contrats qui allaient entre 50, 60, voire 120 $ par mois. Donc c'est encore raisonnable. Il y a des contrats beaucoup plus chers, avec évidemment un certain nombre de contraintes et d'options. Et quand je dis options et contraintes, c'est du sacré quand même. Pour vous donner un exemple, pour les gens qui fument par exemple, qui fument la cigarette, il faut savoir qu'il y a certaines compagnies d'assurance santé qui mettent un malus sur les gens qui fument. Et ce malus peut très vite grimper en quelques centaines de dollars. Moi je sais que la compagnie dans laquelle je suis, alors je suis un ancien fumeur, j'ai arrêté de fumer en 2013 parce que payer 400 $ par mois pour pouvoir fumer, ça fait cher de fumer. Sauf qu'évidemment, pour pouvoir avoir une assurance santé, vous avez beaucoup d'Américains qui ne disent pas qu'ils fument. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont non-fumeurs alors qu'en fait ils le sont. Et forcément, ce sont des Américains qui, le jour où ils tombent malades, forcément les médecins, lorsqu'ils font des examens et surtout des radios des poumons, forcément les clients perdent leur assurance puisque c'est un défaut contractuel. Voilà un petit peu comment fonctionnent les assurances santé aux États-Unis. Donc elles sont très très chères. Et alors pourquoi je vous donne ces petits éléments concernant les assurances santé aux États-Unis, c'est tout simplement parce que ça n'a jamais existé de la sorte. Il faut savoir qu'avant les années 70, les Américains avaient des systèmes de santé publique. C'est-à-dire c'était approximativement à peu près le même principe que ce qu'on avait en France. Sauf que les influences et les lobbying à Washington ont réussi à pousser, alors je crois que c'est Nixon, à signer un accord qui a permis la libéralisation du marché de la santé aux États-Unis pour en faire un marché de business. Et c'est pour ça que tout d'un coup vous avez un grand nombre de sociétés qui se sont créées. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, les sociétés d'assurance santé, les assurances santé, c'est à la fois des assurances qui ont des prestataires, qui utilisent des prestations auprès de certains hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, spécialisés, etc. Comme vous avez véritablement des grosses sociétés qui ont leur propre
hôpitaux, leurs propres laboratoires de recherche, leurs propres cabinets médicaux, leurs propres, etc. Donc ce qui fait que il y a des fois, si vous tombez malade, si vous êtes en voyage et vous tombez malade dans un autre état, et dans un état où vous n'avez pas les hôpitaux de votre assurance santé, vous êtes obligé de vous renseigner, de savoir si l'hôpital où vous allez, ou le médecin que vous allez voir, a un agrément avec la société d'assurance santé pour laquelle vous êtes membre. Parce que sinon, vous payez. Et puis, vous payez, pour vous donner un ordre d'idée, une consultation tout à fait classique chez un généraliste en général. Alors ça dépend des États, parce que après vous avez des portions avec des systèmes sociaux, etc., qui font que ça peut éventuellement baisser, mais ça peut aller de 25, 50 à 70 $ la consultation. Et attention, quand c'est des consultations, on est encore dans un schéma de rentabilité, donc en règle générale, les consultations, elles sont minutées, c'est-à-dire que les consultations ne doivent jamais dépasser entre 15 et 20 minutes, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, on est dans ce genre de situation-là. Et donc, aujourd'hui, on arrive dans un modèle économique qui est complètement en saturation, et dont le système de santé est un des principaux problèmes aujourd'hui aux États-Unis, et qui susciterait éventuellement des réformes beaucoup plus approfondies, beaucoup plus, je dirais, dans une justice sociale. Chose qui n'arrivera jamais. Chose que d'ailleurs Bernie Sanders avait plus ou moins proposé, c'était d'installer un régime de santé universel, c'est-à-dire de ne pas, évidemment, condamner ou de ne pas arrêter le système privé. Le système privé pourrait très bien fonctionner en parallèle pour ceux qui ont de l'argent, mais au moins redévelopper un système de santé universel aux États-Unis. Alors vous pensez bien, évidemment, si vous développez un système universel aux États-Unis, vous pensez bien que les sociétés privées, peut-être qu'il y en a certaines d'entre elles qui arriveront à survivre, mais il y en a d'autres qui finiront par crever. Déjà l'Obamacare a eu cette conséquence d'avoir des petites sociétés privées d'assurance santé qui ont fait faillite, parce que les contrats qu'elles étaient obligées de mettre en place, et qui évidemment, beaucoup de gens qui avaient des contrats précédents ont transféré leurs contrats sur ces contrats bas coût, parce qu'ils avaient plutôt une bonne santé, qu'ils n'avaient pas des besoins de soins conséquents, etc. Donc ils ont perdu énormément d'argent et ils ont fini par faire faillite. Donc c'est pour vous donner un petit peu cet exemple sur le modèle de santé, de ce qui pourrait arriver demain en France. C'est-à-dire que si demain en France, ils cassent le modèle de santé universel et par répartition en France, vous imaginez bien qu'il va y avoir des Français qui n'auront pas les moyens de se payer des assurances santé. Il suffit de voir déjà le principe des mutuelles pour s'en convaincre. Donc qu'on soit bien au carré sur les choses. Concernant l'Union européenne, donc il y a pour volonté donc de détruire les États-nations, plus particulièrement la France. Je rappelle que Asselineau avait présenté le fameux document qui est la GOPE, je crois, c'est GOPE, c'est Global Orientation Politique européenne, je crois. Donc c'est les recommandations qui sont faites à chaque État. Alors je crois qu'il y en a une ou deux fois par an, c'est une GOPE par an plus une version réactualisée, et qui insiste bien et qui rappelle bien la volonté de réduire les budgets, de réduire la dette française, en passant par, évidemment, la réduction d'un certain nombre de budgets dans la fonction publique. Et qui plus est, la libéralisation des monopoles publics. Il faut savoir que la libéralisation des monopoles publics, ça existe depuis très longtemps, ça existe depuis Maastricht. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a signé Maastricht a imposé aux États la libéralisation des monopoles publics. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, ça pose un gros problème depuis maintenant. Alors vous imaginez, c'était en 92, Maastricht. Donc depuis 92, la France se ramasse un certain nombre d'amendes parce qu'elle n'a toujours pas libéralisé le marché de l'assurance santé, c'est-à-dire que vous êtes obligé de cotiser au régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire vous avez normalement la possibilité de prendre une autre assurance santé privée. Sauf qu'évidemment, votre entreprise, elle va vous dissuader de le faire parce qu'elle n'a pas envie de se faire chier à faire des remplissages de documents spécifiques parce que vous avez décidé de travailler de vous faire assurer par une assurance santé privée. Et
et c'est évidemment l'argument qui est utilisé par la sécurité sociale pour maintenir l'ensemble des Français sous son propre régime. Alors vous avez quand même certains Français qui ont réussi à sortir du régime social, du régime général si vous voulez, mais c'est généralement soit des indépendants, des artisans, des entrepreneurs indépendants, etc. Mais non sans mal. Je vous rappelle l'aventure qui est arrivée à monsieur, alors je sais plus s'il s'appelle Alain Borde, je crois, qui possédait un centre équestre, etc., et qui s'est battu pendant des années avec la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale ne voulait pas comprendre et ne voulait pas qu'il quitte le régime général de sécurité sociale, parce qu'il avait décidé de s'inscrire dans une société donc d'assurance santé privée. Ils lui ont fait des misères, etc., jusqu'à ce que il lui demande des pénalités, mais alors que lui, ça fait depuis 3 ans qu'il disait non, pourquoi vous me demandez des pénalités, pourquoi vous me faites payer, alors que je vous ai dit que je quittais votre régime, le régime général, pour un autre régime, un régime privé. Et enfin, bon, il a tout perdu, le mec. C'est-à-dire qu'un jour, d'ailleurs, c'est étrange parce que les gendarmes ont débarqué 2-3 jours après le passage de la loi sur le... Comment ça s'appelle déjà l'état d'urgence qui avait été instauré à l'époque d'Hollande suite aux événements terroristes de Charlie. Et dans cette loi d'état d'urgence, etc., il y avait la possibilité de pouvoir faire des perquisitions sans l'obligation de la présence d'un juge ou du représentant légal de la personne qui était perquisitionnée, etc. Et 2-3 jours, je crois, les gendarmes lui sont tombés dessus. Heureusement pour lui, il était en Suisse. Il a été prévenu donc, de ne pas revenir en France, parce que s'il est revenu en France, il serait arrêté. Mais pourquoi cet acharnement sur lui? Tout simplement parce que c'était aussi, je crois, le monsieur qui avait créé ce fameux Hollande dégage, avec, vous savez, avec son camion, etc. Donc malheureusement, il s'est retrouvé dans cette situation-là d'usage de pouvoir pour faire pression sur lui. Donc tout ça pour revenir sur le fait qu'en effet, en France, tout individu, vous par exemple, vous avez parfaitement le droit, c'est européen, c'est un droit européen, de prendre une assurance santé privée et de quitter le régime général de la sécurité sociale. Sauf qu'évidemment, bon courage, parce que la sécurité sociale vous fera des misères pour vous empêcher de le faire. Alors que c'est un droit. Donc c'est depuis 1992, l'Union européenne, la Commission européenne, de temps en temps tape sur les doigts de la France parce qu'elle n'a toujours pas libéralisé ce marché. Donc la solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est de tout simplement détruire le système de santé français. Est-ce que j'ai besoin de vous donner quelques explications, quelques détails, quelques faits, quelques exemples de ce qui est en train de se passer pour vous justifier cette volonté de détruire le système de santé français? Non, je ne pense pas. Je pense que vous en avez suffisamment entendu, vous avez suffisamment eu d'éléments et d'arguments pour vous en convaincre que c'est bien une volonté depuis des années de détruire le système de santé français. On n'a pas l'intention de le détruire de façon brutale, si vous voulez, mais progressivement. Et c'est exactement la même chose pour l'autorité, c'est-à-dire la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de détruire tous les services publics, de détruire le système et surtout les monopoles par exemple, de l'éducation nationale, de détruire les monopoles des universités publiques. Donc, qu'on soit bien clair, quand vous voyez aujourd'hui l'éventail des services publics sur lequel vous avez plus tendance à aller que dans les régimes privés, parce que les régimes privés sont peu développés ou manquent un peu de structure, etc. Donc c'est un peu moins efficace, c'est peut-être efficace de façon locale, mais de façon nationale c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous avez toujours tendance à aller du côté des services publics. Pour vous donner juste un exemple, regardez votre connexion Internet par exemple. Où vous êtes? Chez quel opérateur vous êtes? Eh bien je peux vous garantir que vous avez certainement plus de satisfaction d'être chez Orange que d'être chez SFR ou d'être, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opérateur en France, Free, oui, j'avais oublié Free, etc. Les gens qui ont Free et SFR ont beaucoup plus de problèmes techniques que les gens qui sont Orange. Pourquoi Orange? Tout simplement parce que Orange, c'est ex-Wanadoo. Wanadoo était la section développée Internet du service public de France Télécom. Donc c'est-à-dire qu'ils ont le service, la prestation et le matériel. Alors que les autres opérateurs, en fait, achètent du temps de communication à l'opérateur qui s'occupe de toutes les lignes
et des installations Internet. Alors je ne sais plus qui est aujourd'hui en France responsable de toute la logistique matérielle en ce qui concerne les outils de communication, que ce soit la ligne téléphonique, que ce soit l'optique, etc. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas besoin de vous faire une photo. Et oui, ça arrive malheureusement, la technique parfois fait défaut. En ce qui concerne ma caméra, eh bien, j'ai fait une vidéo et c'est une vidéo qui dure, comme c'est des vidéos qui sont en plan séquence, hein, comme vous pouvez le voir. Des fois c'est des petites coupes, mais c'est voilà, d'un seul jet. Et ben, la caméra a une fâcheuse tendance un petit peu à chauffer. Et malheureusement, pouf, elle est tombée en rade. Donc désolé, faux raccord, j'ai pas le même t-shirt, les puristes me pardonneront certainement. Donc revenons à nos moutons. Donc je vous ai fait un petit peu un état de cette volonté qui existe depuis très longtemps, depuis l'époque de Maastricht, hein, dont je vous ai parlé de Maastricht, qui est dans une volonté de destruction des États, destruction de la souveraineté même des peuples, et donc ça passe aussi en priorité par la destruction des fonctions publiques, de tous les services publics. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec le temps, que ce soit la politique de Macron, que ce soit la politique d'Hollande, que ce soit la politique de Sarkozy, même bien avant, eh bien on a vu aujourd'hui le résultat. C'est que d'un côté, vous avez des discours politiques qui disent on va injecter des millions d'euros, on va aider à l'aide de budget, on va débloquer des budgets pour aider, pour améliorer, etc. Mais au final, ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets d'annonce parce qu'une fois que la température redescend, eh ben, on se rend compte que les professionnels sont encore une fois dans la rue, sont une fois sur Internet, encore une fois à dénoncer finalement le manque de moyens. Donc voilà, je veux dire, la politique aujourd'hui de ceux que nous élisons, enfin, dans les hautes sphères, sont dans cette complicité finalement. C'est-à-dire que ce soit les candidats au présidentiel, que ce soit les gouvernements qui sont mis en place, que ce soit les représentations nationales, excusez du peu, mais aujourd'hui, tous ces gens-là, en grande majorité, je dis bien en grande majorité, pas tous, hein, il y en a quand même certains qui ont encore une certaine vertu, encore une certaine éthique politique, mais la majorité d'entre eux sont de toute façon vendus à cette politique, vendus à ce plan de destruction de l'État-nation, à cette destruction de la démocratie. Alors attention, il y en a certains d'entre eux qui me disent oui, mais non, regardez, la démocratie, elle existe encore, il y a des constitutions, il y a des lois, il y a les droits de l'homme, etc. Oui, sauf que le problème, c'est quand vous voyez comment ces lois, comment ces règles, comment ces articles sont appliqués, force est de constater que finalement, au bout d'un moment, on se dit mais finalement, les droits de l'homme ne sont qu'un manteau idéologique que certains nous servent pour nous vendre des idéologies, nous vendre de la pensée unique. Mais en réalité, dans les faits et dans les gestes et dans les actions, on se rend compte que les droits de l'homme, mais ils se les mettent au cul royalement. Aujourd'hui d'ailleurs, la preuve en est, c'est que, comme j'avais donné un exemple d'ailleurs dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui en France, on légalise, enfin normalement ce n'est pas recommandé, mais il y a un effet de mœurs qui fait que de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire, sinon votre CV il finit à la poubelle, c'est la photo. Il faut savoir qu'aux États-Unis, personne ne met sa photo dans un CV. Excepté certains qui veulent aspirer à accéder à des postes à très grande responsabilité, très élevés, etc. Mais pour travailler dans une banque, dans une assurance, dans une administration ou dans un commerce, pas besoin de photo, puisque de toute façon il y aura l'entretien. Sauf qu'en France, oui, en France, on a dit oui, ben, alors la photo n'est pas obligatoire. Ben oui, mais le problème c'est que si vous ne mettez pas de photo, votre CV il finit à la poubelle. Donc le délit de faciès et le délit au nom de famille ou nom prénom, malheureusement il existe. Qu'est-ce qu'on fait pour ça depuis des années? Rien. On n'a jamais rien fait pour ça. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Autre exemple récent que j'ai vu hier soir par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, c'est un journaliste indépendant qui a travaillé pendant un temps. On peut dire qu'il a été lancé par le site de Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et qui a quitté ce site pour ouvrir son propre business indépendant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que ce type est un type d'extrême droite, alors que pas du tout. En effet, c'est peut-être quelqu'un qui a une position plutôt
patriote, on va dire, etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, être patriote, est-ce qu'aujourd'hui, être patriote, ça veut dire être d'extrême droite? Non. Vous avez des gens de gauche qui sont patriotes. Et pourtant, voilà, je veux dire, c'est encore une fois de plus l'étiquetage, vous savez, le conditionnement, le lavage de cerveau par rapport au vocabulaire. Et donc, ce Vincent Lapierre a fait un reportage sur la manifestation des personnels de santé. Donc, il est allé dans la manifestation, il commençait à interviewer des gens, etc. Et tout d'un coup, il y a deux personnes qui sont arrivées, une personne de la CGT, une personne du PCF. Et ils lui ont dit, dégage. On ne parle pas aux gens d'extrême droite. Donc Vincent Lapierre se défendait en disant « Mais de quoi vous m'étiquetez d'extrême droite? Je ne suis pas d'extrême droite, etc. » Mais le pire dans l'histoire, c'est que la personne qui l'interviewait, la personne au bout d'un moment, elle a réagi aussi. Elle dit « Mais attendez, il a le droit d'être là. Il a le droit de poser ses questions. Je veux dire, je suis un citoyen, j'ai la liberté d'accepter ou de refuser de lui répondre. Donc c'est pas à vous d'interdire à Vincent Lapierre de venir faire un travail journalistique, etc. Et les deux mecs ne voulaient rien savoir. Et même limite, les deux mecs étaient sur le point de dire à cette personne qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Dire mais t'es limite un facho alors. Donc Vincent Lapierre a été obligé de partir, parce qu'il ne voulait pas non plus empirer la situation. Et puis en quittant le cortège, il a trouvé des gilets jaunes, il a interviewé des gilets jaunes, et à un moment donné, il est obligé de s'enfuir et de se planquer derrière les forces publiques. Pourquoi? Simplement parce que tout d'un coup, il y a des antifas qui ont déboulé. Donc, ça veut dire que ces deux personnes, CGT et PCF, ont dû certainement dire à des jeunes « Faites gaffe, Vincent Lapierre, il est dans le coin, chopez-le et pétez-lui la gueule. » Voilà où est-ce qu'on en est. Et c'est ces mêmes gens qui nous font la leçon de la démocratie, des droits de l'homme, de lutter contre le fascisme, de lutter contre l'extrême droite, alors qu'ils ont aujourd'hui une légitimité de faire exactement, d'utiliser les mêmes méthodes du fascisme. Alors évidemment, quand on est en face de ces gens-là, puis qu'on leur explique, on dit « mais vous rendez-vous compte que là, les méthodes que vous avez, c'est exactement les mêmes méthodes de ceux que vous croyez vouloir combattre. » Et là, en règle générale, évidemment, ça fait volte-face, ça commence à monter sur ses grands chevaux, ça commence à être insultant, ça commence à être vulgaire, ça commence à être agressif. Limite, s'ils ne vont pas vous péter la gueule parce que vous avez osé, à un moment donné, leur poser cette évidence, tu vois, et bien ça aussi, ça fait partie aujourd'hui de la division. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une manipulation qu'on a laissé faire pendant des années, et vous avez aujourd'hui des gens qui sont convaincus, qui sont convaincus d'opinions, qui sont convaincus d'idées, mais quand vous les mettez devant le fait accompli que ce qu'ils défendent et la façon dont ils le défendent, ne vaut pas mieux que les méthodologies dont ils accusent, soi-disant, des gens d'extrême droite, ou des fachos, entre guillemets. Je veux dire, aujourd'hui, qui sont les plus violents? Qui sont les plus agressifs? Qui détruisent? Qui foutent le feu? Qui pètent la gueule à des gens? C'est pas des fascistes, c'est pas des fachos, c'est pas des skinheads, c'est pas des groupes d'extrême droite, c'est pas des néo-nazis. Alors évidemment, on va vous donner « Ah mais si, regardez l'affaire Méric. » Attendez, l'affaire Méric, c'est un gamin qui était épais comme ça, qui a voulu se frotter à des mecs qui étaient 2 fois plus costauds que lui. Il y a un moment donné où il faut être réaliste. Je vous donne juste un exemple. Aux États-Unis, vous avez une gamine, 16-17 ans, profil légèrement punky, geek, je ne sais quoi d'autre, qui commence à gueuler machin et à insulter les flics. Bon, manque de bol, elle s'est trouvée confrontée à des gens qui ont dit « Ok, là, interpellation. » Et bien quand elle a commencé à voir les 2 flics arriver vers elle, elle a chié dans son froc. Mais quand je dis chier dans son froc, c'est pas au sens figuré du terme, c'est au sens propre. Elle s'est chiée dessus. Elle a commencé à chialer, elle a commencé à avoir des convulsions, etc. Parce que tout d'un coup, cette gamine, qui croyait qu'elle avait le droit, qu'elle était en posture de pouvoir insulter des flics, et bien tout d'un coup, elle s'est pris la réalité dans la gueule. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, elle s'est pris sur ses frêles épaules sa responsabilité civile. Même si à 16 ans, aux États-Unis, on peut considérer qu'il y a déjà de la responsabilité civile qui est engagée. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens.
C'est-à-dire, vous avez des gens qui, si vous voulez, je vais peut-être être vulgaire et brutal, mais le problème qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que vous avez des gens qui ne se sont jamais pris de baffe et de coups de pied au cul. Sauf que le jour où quelqu'un ose leur foutre une baffe et un coup de pied au cul, tout s'effondre. Et de mauvaise foi aussi, il y en a certains qui vont vouloir re-enchérir, si vous voulez. Bon, il y a un moment donné, vous vous dites, ok, et c'est ces gens-là qui sont censés faire évoluer les choses. C'est ces gens-là qui légitiment de faire changer les choses. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça aussi, ça commence à remonter à la surface d'un certain nombre de gens qui ne sont pas idiots, qui ne sont pas cupides, qui ne sont pas stupides, hein, parce que la cupidité aussi, hein, vous savez, l'appât du gain, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'argent pour payer leurs factures, leurs crédits, etc., ils ont fâcheuse tendance un petit peu à être complaisants. Hein. On peut les comprendre. Je n'accuse personne et je n'accable personne dans cette situation-là. Hein, et je pense qu'il y a une grande majorité de gens qui sont dans cette position-là, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils savent que derrière, il peut y avoir des conséquences dans leur situation sociale, économique fragilisée. Ce qu'on a trouvé d'ailleurs dans les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, vous avez beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, se sont dit, de toute façon, je suis dans la merde, je suis au fond du trou, donc j'ai plus rien à perdre. Et là, tout d'un coup, ces gens-là se sont mis à s'exprimer. Après, évidemment, hein, on fera le tri, il y a des gens qui se sont un petit peu exprimés un peu à tort et à travers, avec des idées préconçues, etc. C'est d'où l'intérêt d'ailleurs des Gilets jaunes aujourd'hui d'avoir une structure, c'est d'avoir des gens qui vont essayer de canaliser un peu toute cette colère pour qu'elle soit productive, qu'elle soit utile, et pas que ça parte dans tous les sens. Donc, la situation, elle est extrêmement... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au bord du gouffre. On l'était déjà, mais il restait encore quelques centimètres, quelques millimètres. Là, on est au dixième du micron de millimètre de tomber. Donc, je vous rappelle quelques petits éléments que vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube. Olivier Delamarche, qui récemment a fait une interview chez Thinkerview. Thinkerview, si vous ne connaissez pas, regardez. Je vous mettrai un lien, c'est un site de gens qui font des interviews, mais des interviews vraiment très ouvertes, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris, même si certains encore trouveront évidemment du parti pris chez tout le monde, mais c'est un site où les gens qui sont interviewés sont vraiment de bords différents et ont la possibilité de s'exprimer sur beaucoup de choses. Vous avez aussi, je vous mettrai le lien, Aldostérone, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un Algérien qui vit aujourd'hui en Grande-Bretagne, et qui, pareil, a des analyses et des réflexions, et étant donné qu'il est musulman et qu'il connaît bien son sujet en ce qui concerne l'islam, nous apporte vraiment des éléments de réflexion et des éléments très intéressants. Si vous n'y connaissez rien à l'islam, je vous invite à aller voir ses vidéos parce qu'il va certainement vous donner des informations très intéressantes pour votre compréhension véritable de ce qui se passe et de l'ambiguïté qu'il y a aujourd'hui avec la perception qu'on doit avoir de l'islam et ce qu'on veut montrer, hein, en règle générale. Et puis voilà, il y a aussi une troisième... Peut-être que vous connaissez Pierre Jovanovic aussi, bon, alors après, lui c'est plutôt économie, finance, mais avec toutes les conséquences et les influences sociales qui aujourd'hui sont flagrantes. Je veux dire, tout ce qui est aujourd'hui, allez, on va dire, il y a 80% des problèmes sociaux auxquels on est confronté aujourd'hui, que ce soit les manifestations, que ce soit les contestations, que ce soit Black Lives Matter aussi, sont issus de problèmes économiques, sont issus de dysfonctionnements économiques au sein de chacune de nos nations. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tout d'un coup, j'avais quelque chose qui m'était revenu à l'esprit, mais là, tout d'un coup, ça s'est échappé. Donc voilà, être attentif véritablement à tous ces petits phénomènes qu'on essaie d'habiller de certaines idéologies ou de certaines apparences, mais qui en réalité ne sont que des épiphénomènes, mais des épiphénomènes qui ont tous un lien évident par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Hein, je rappelle, l'Union européenne aujourd'hui, elle est sur le point de tomber.
Sauf que pour pas tomber, ils vont être obligés de faire des choix, de prendre des décisions, mais là on est en face des conflits d'intérêts d'un certain nombre de nations. Ce qui est quand même paradoxal, parce que finalement on vous dit l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'unification de pays européens dans un but commun d'avancer, de progresser vers un idéal économique. Sauf que là on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pas le cas. C'est-à-dire que les dissensions qui existent aujourd'hui entre certains pays de l'Union européenne sont évidemment intrinsèques à leur culture, à leur spécificité, mais aussi à leurs intérêts. C'est pour ça que là, tout d'un coup, aujourd'hui, quand vous avez des gens qui s'intéressent un peu aux choses et expliquent un peu la situation, on se rend compte que finalement, l'Union européenne, on nous a vendu un concept. Alors le concept, en effet, il peut très bien marcher si on est dans des positionnements économiques mondiales profitables, c'est-à-dire dans des croissances, mais le problème, c'est que l'Union européenne, elle est arrivée trop tard. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un moment donné où on était plutôt en phase de décroissance. Donc, on a vendu un produit qui était déjà périmé à la base. Sauf que pour soutenir ce produit-là, au bout d'un moment, on a commencé à intégrer des pays qui n'avaient pas les garanties économiques pour viabiliser le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que si la France, l'Allemagne, à l'origine c'était 7 pays, 12 pays, si on était resté à 12, peut-être qu'à 12 on aurait pu gérer les choses. Mais ils ont voulu créer une entité économique pour faire concurrence au dollar américain. Donc ils ont accepté un certain nombre de pays, dont la Grèce par exemple. La Grèce, quand ils ont intégré la Grèce, tout le monde savait que ce pays ne portait pas les garanties nécessaires pour entrer dans l'Union européenne. Seulement il y a eu des influences, il y a eu des leviers, il y a eu du lobbying qui a été pratiqué. Et je pense que c'est, alors de souvenir, je crois que c'est l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, c'est lui qui avait réussi à faire en sorte que la Grèce soit intégrée sans qu'on y aille regarder à des conditions, etc. Sauf que le problème, c'est que pendant des années, on a arrosé pour aider la Grèce à arriver à un certain niveau économique acceptable, on va dire, pour fonctionner dans la structure économique de l'Union européenne. Sauf que la Grèce n'a jamais apporté les garanties d'amélioration fiscale pour éviter tous les métiers au black, tous les métiers au noir, toute la fraude fiscale finalement qui était vraiment spécifique à la culture grecque, c'est un peu le même problème qu'il y a eu avec le Portugal, qu'on soit bien clair. Bon, sauf que ces pays-là n'ont jamais apporté véritablement les garanties. Sauf que, à force, au bout d'un moment, ça a plongé. Mais ça, évidemment, là aujourd'hui, l'Italie, beaucoup de gens sont en train de dire que l'Italie va certainement peut-être quitter l'Union européenne d'ici moins d'un an. Si l'Italie quitte l'Union européenne, alors là, il va y avoir forcément des conséquences. Et je pense qu'à mon avis, il va y avoir des conséquences avant la fin de l'année concernant l'Union européenne. Parce que je pense que là, la situation, de toute façon, va être totalement ingérable. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit précédemment, ils cherchent un accord entre la France et l'Allemagne pour essayer de mutualiser les dettes. Mais les pays du Nord ne veulent pas de cette mutualisation. Parce qu'ils ont la légitimité de dire mais nous on va pas payer pour les conneries des autres, ce qui est normal. Je veux dire, quand vous vivez dans une communauté de quartier et que pour faire vivre la maintenance, les investissements de ce comité de quartier, tout le monde injecte de l'argent, mais que si vous avez 2-3 familles qui n'arrivent pas à éduquer leurs gosses et que les gosses pètent tout, cassent tout, etc., et qu'au bout d'un moment tout le monde est obligé de payer pour réparer les conneries des autres, alors que les autres ne font absolument rien pour améliorer la situation, résoudre leurs problèmes, il y a un moment donné où les gens disent si vous ne virez pas ces gens-là, nous, on arrête de payer. Ce qui est logique. Bon, l'Union européenne, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a un moment donné, on va arrêter de payer pour les conneries des autres, et surtout, on va arrêter de payer pour engraisser aussi un système bancaire, un système financier. Parce que là, vous payez. La France, quand elle donne de l'argent à l'Union européenne, il y a une partie de l'argent qui va dans le MES. Le MES, c'est le mécanisme européen de soutien
quelque chose comme ça, c'est-à-dire que si un jour il y a une banque ou un établissement bancaire qui s'effondre, s'il y a une crise économique, on va aller piocher l'argent dans le MES pour aider ces banques-là. Sauf que l'argent qui est dans le MES est absolument pas suffisant pour sauver les banques. Hein, là, on est dans des proportions assez importantes. D'où l'intérêt, je vous dis, d'aller voir Olivier Delamarche, parce que dans ses vidéos, il explique souvent, d'ailleurs, la comparaison en matière d'implication. Il prenait l'exemple de cette banque italienne, la Montespacci, qui disait, alors, excusez-moi, peut-être que je me trompe dans les chiffres, mais ça vous donne un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il disait que la Montespacci, c'est un fonds propre de 7 milliards d'euros, sauf que la Montespacci s'est investie sur une exposition à niveau de 700 000 euros. Non, pardon, 7 millions d'euros, non, 7 milliards, je disais 7 milliards, 7 milliards d'euros, c'est donc exposé sur les marchés à hauteur de 700 millions d'euros, et que malheureusement aujourd'hui, la Montespacci, elle a un défaut qui peut monter à 7 000 milliards d'euros. Bon, les chiffres, hein, je vous répète, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais ce n'est pas les chiffres exacts. Je n'ai plus souvenir des chiffres exacts qu'il donnait en exemple, mais toutes les banques aujourd'hui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elles s'effondrent, un, elles n'ont absolument pas les fonds propres pour couvrir, et deux, c'est pas sûr que les États ont les moyens aujourd'hui de réinjecter des milliards et des milliards d'euros pour sauver les banques. Hein. Je rappelle un exemple aux États-Unis, quand il y a eu la crise de 2008, il y a un moment donné, il y avait trois principales banques qui étaient plus ou moins affectées, qu'il fallait faire un choix. Les trois principales banques, c'était la Goldman Sachs, la JP Morgan et la Lehman Brothers. Sauf qu'il y a un moment donné, l'État fédéral a dit « Ok, on va vous aider, on va vous sauver, mais par contre, voilà ce qu'on met sur la table. » Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas assez pour sauver toutes les banques. Donc ça a été des tractations, ça a été des mouvements d'influence considérables. D'ailleurs, si vous voulez en connaître un petit peu, vous avez pas mal de vidéos qui vous racontent un peu cette histoire-là, et vous avez même un film qui relate un petit peu le problème. Alors, il y a un film documentaire qui existe, justement, et qui explique la chute de Lehman Brothers, et vous avez un autre film qui est là, un film de fiction, mais qui est calé justement sur la crise de 2008, qui s'appelle The Big Short, et je vous invite à le voir, parce que c'est vraiment, si vous n'y connaissez rien au milieu des affaires, au milieu du système financier, etc., je pense que c'est un film qui est intéressant à voir pour comprendre véritablement le problème qu'il y a eu à l'époque, mais qu'on a toujours aujourd'hui. Hein. Le problème n'est toujours pas résolu. Et donc l'État fédéral a été obligé à un moment donné de faire un choix. Donc c'est pour ça que Lehman Brothers a été sacrifié. Et inversement, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il y a une assurance qui s'appelle AIG. C'est AIG, oui, c'est AIG. AIG devait impérativement être sauvé. Pourquoi? Parce que AIG, c'est l'assureur d'un grand nombre de sociétés aux États-Unis, y compris les sociétés des aéroports internationaux et des ports maritimes internationaux. C'est-à-dire que si AIG en 2008 faisait faillite, c'était au moins minimum une journée de fermeture pour les aéroports et les ports. Vous imaginez que là, on est sur des milliards et des milliards de dollars de négociations sur lesquels un bon nombre de sociétés se seraient assis dessus. Donc c'était impossible. Puis même avec le temps de retrouver une autre assurance pour essayer de remplacer AIG, ça aurait peut-être étalé ça sur 2-3 jours, peut-être voire une semaine. Donc non, là, vous effondrez carrément l'économie de toute une nation. Donc voilà, je vous ai donné un certain nombre d'éléments de réflexion. Et puis nous, avec tout ce que je vous ai dit là, j'espère que je vais réussir à trouver un titre plus ou moins symbolique et qui résume un petit peu ce que je vous ai donné dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.